As-tu l'impression, toi aussi, que si tu avais plus de motivation, tu arriverais enfin à faire ce que tu aimerais donc réussir à faire? Hmm, Moi aussi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la motivation et le TDAH. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, la motivation, c'est quelque chose après quoi je pense que tout le monde court. C'est quelque chose que j'entends et vraiment souvent autant avec mes clients en coaching que dans les commentaires que je reçois ou dans les courriels que je reçois, comment faire pour être plus facilement motivé. De un, il faut que tu saches que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Chez les TDAH, ça va fluctuer encore plus, entre guillemets, que dans la population moyenne, mais la fluctuation va vraiment fluctuer dans le temps. Mais en fait, l'histoire, c'est que on croit à tort que la motivation arrive au départ, quand tu commences quelque chose, tu es motivé et que ça va t'amener vers le succès. Mais en réalité, on a découvert que c'est exactement le contraire. C'est le succès dans quelque chose qui va t'amener à développer de la motivation pour continuer ou pour persévérer puis pour éventuellement soit adopter une habitude ou compléter un objectif que tu cherches à compléter. Donc, il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Aujourd'hui, en fait, je me suis dit, comment faire pour t'aider à arrêter d'attendre d'être motivé puis de te mettre en action dans le but éventuellement de développer plus de motivation à continuer l'action. Parce qu'au final, le but de faire ces actions-là, c'est d'obtenir un résultat que tu cherches à avoir, que tu ne peux pas obtenir si tu ne fais pas ces choses-là. Donc, comme on est en début d'année, on est en janvier 2025 au moment où j'enregistre cet épisode-là, elle m'a dit que probablement présentement, tu es dans un peu une espèce de pensée à, j'aimerais ça prendre, tu peux dire peut-être le terme résolution, ce que je déteste vraiment comme terme, mais bon, c'est un terme qui est très utilisé dans le milieu en général. Là, tout le monde te dit, ah, t'as-tu des bonnes résolutions pour le 2025? Donc, soit que tu as des résolutions, soit que tu as des bonnes intentions, soit que tu as un plan, peu importe. D'ailleurs, si jamais tu as envie et que tu écoutes cet épisode-là avant le... Excuse-moi, il faut que je regarde mon calendrier. Avant le 22 janvier. Donc, le 22 janvier, en après-midi, donc à 14h, heure du Québec, 20h, heure de l'Europe, donc de France et compagnie. Je fais une planification anti-goal, que j'appelle ça, parce que moi, je préfère me focuser sur des actions que tu as posées plutôt que l'objectif en lui-même. Donc, si ça tente, tu peux aller sur mon site web, amelieleveillé.com. C'est gratuit, c'est uniquement en live, donc il n'y aura pas de replay. Je ne l'enregistrerai pas. Et tu vas pouvoir planifier avec moi ton année 2025. Donc, comment tu vois ton année 2025 et comment tu veux passer à l'action. Et ce que je vais couvrir aujourd'hui avec toi, c'est quelque chose que je vais parler bien évidemment dans cette planification-là. Alors, je t'invite vraiment à t'inscrire par mon site web amelieleveillé.com. Donc, pour en revenir à la motivation, en fait, la première chose à faire, c'est à savoir qu'est-ce que tu cherches à obtenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Que ça soit compléter un diplôme, passer un examen, développer une habitude, perdre du poids, avoir plus d'énergie, peu importe l'objectif que tu cherches, l'important, c'est d'avoir de plus en plus de clarté. Plus ton objectif est clair, plus tu vas savoir exactement ce que tu cherches à obtenir, plus tu vas avoir des chances que ça soit, entre guillemets, facilitant de passer à l'action. Pourquoi? Ben, c'est parce que moins c'est clair, plus ton cerveau va être de un distrait par toutes sortes d'affaires. De deux, plus il va avoir tendance à se poser des questions, par avoir de la difficulté à répondre à ces questions-là, à prendre des décisions. La fatigue décisionnelle, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde, mais spécifiquement chez les TDAH, on a tendance à avoir comme moins de réserve, si tu veux, pour prendre les décisions et on s'épuise à prendre ces décisions-là. Mais en fait, ce que j'ai surtout constaté, c'est que personnellement, j'ai tendance à généralement juste complètement éviter la décision. On est en janvier en ce moment et oui, il va y avoir des vacances cet été et je commence à essayer de réfléchir à ce que je vais faire cet été. Puis je peux te dire qu'en ce moment, je suis en processus d'évitement, big time, de prendre cette décision-là. Parce qu'il y a plein de choses qui m'insécurisent là-dedans et j'ai tendance à vouloir repousser la chose. Donc, si mettons je prends l'objectif de mes vacances, ça serait peut-être un bon objectif à décortiquer avec toi. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? Ben, je cherche à avoir des vacances cet été, je cherche à faire quelque chose avec mes enfants. Que ce soit de rester à la maison et faire des activités ou partir, me déplacer ailleurs, soit louer, aller à un hôtel, faire un échange de ma maison, peu importe, c'est pas vraiment important la forme. Ce que je veux, c'est vivre des vacances.
Donc, si je fais juste dire ça, avoir des vacances, il y a des bonnes chances que, en fait, ça soit absolument pas satisfaisant parce que je définis rien. Parce que ta façon de vivre des vacances et ma façon de vivre des vacances, c'est probablement très, très, très différent. Et il n'y a pas de réponse qui est la bonne réponse. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, cette réponse-là qu'on pense qu'on va trouver qui répond à tout alors qu'on savait pas vraiment que c'était ça qu'on cherchait. Donc, c'est important d'essayer de décortiquer ce que tu cherches à obtenir au travers de l'action, à travers des actions que tu veux faire, donc au travers de l'objectif que tu poursuis. Plus ça va être clair, plus tu vas savoir exactement ce que tu cherches, plus tu vas avoir de facilité après ça à développer des choses qui vont t'amener vers le succès, éventuellement vers plus de motivation. OK? Donc, je t'invite à soit le faire en visuel. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très visuel. J'ai énormément besoin d'avoir des référents visuels pour ce que je fais. Si je ne vois pas, je ne suis pas capable de faire un processus complet. Donc, ça peut être des images, ça peut être étaler les choses sur un calendrier, ça peut être un mind map. Il y a plein de logiciels dans mind map sur Internet. Ça peut être découpé dans des revues. Peut-être que c'est un petit peu vieux jeu ce que je dis là, mais ça fonctionne quand même. Donc, ça peut être un collage sur Pinterest ou sur Canva, n'importe quoi. Dans mon cas, moi, c'est visuel. Ça peut être aussi des phrases. Tu peux faire du journaling, aller identifier ce que tu cherches là-dedans, les thèmes récurrents. Donc, une chose que je t'invite à faire aussi, c'est d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui a fonctionné pour toi dans le passé, qu'est-ce que tu as identifié comme étant des choses qui fonctionnent bien pour toi. Dans mon cas, une chose qu'on a identifiée, c'est qu'on aime énormément fonctionner à pied. Donc, les fois où on a fait des voyages où on avait la possibilité de fonctionner à pied sans nécessairement avoir besoin de prendre la voiture pour absolument tout et rien, ça a été des voyages beaucoup plus agréables et satisfaisants pour nous en tant que couple et famille. Les voyages où à chaque fois qu'on avait besoin, ne serait-ce que d'une pinte de lait, au Québec on appelle ça comme ça, là, donc un contenant de lait, ou n'importe quoi, faire n'importe quelle activité, on a besoin de la voiture, puis non seulement ça, mais on a besoin de la voiture pour se déplacer dans la journée d'une place à l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, c'est correct pour nous de prendre une voiture pour certains déplacements, mais on aime ça avoir la possibilité de fonctionner sans voiture. Donc, ça serait un critère important pour moi quand je te dis de bien identifier clairement ce que je cherche à obtenir ou ce que je cherche à vivre, ça va faire partie de ces critères-là. Donc, j'ai regardé dans le passé qu'est-ce qui s'est passé dans mes voyages que j'ai faits ou dans mes vacances que j'ai faits et de fonctionner à pied est un élément très, très, très important pour moi. Donc, plus tu vas avoir de clarté, plus tu vas extérioriser l'information, plus tu vas avoir de facilité après ça à t'y référer et à prendre des décisions qui vont faire du sens. Je te rappelle que ton cerveau a des petits bugs au niveau de la mémoire et c'est un peu comme un casse-tête et il te manque des morceaux et chaque fois que tu veux faire ton casse-tête, il te manque différents morceaux. Donc, des fois, c'est certains morceaux qui sont présents et pas d'autres. Et le lendemain ou à un autre moment, ça va être différents morceaux qui vont manquer. Ce que ça va faire, c'est que ça ne donnera pas le même résultat à chaque fois. OK? Pourquoi? Parce que notre mémoire ne classe pas l'information nécessairement d'une façon très logique, ce qui fait qu'on a de la difficulté à avoir accès à cette information-là et tu peux avoir l'impression de prendre une décision présentement qui fait du sens, mais dans 2 heures, dans 2 jours, dans une semaine, peut-être que tu vas avoir une nouvelle information qui va être disponible et tu vas te dire, ben voyons, pourquoi j'ai pris cette décision? Ça fait aucun sens. Comme par exemple, moi, de continuer à regarder pour voyager dans les endroits où on est absolument dépendant de la voiture. Quand je pense à ça, qu'un de mes critères numéro 1, c'est le fait d'avoir accès à la marche, dans le sens de fonctionner dans un rayon à pied, c'est complètement ridicule. Ça ne répond pas du tout à mon objectif. Mais la réalité, c'est que j'ai tendance à comme un peu considérer ça moins important ou oublier carrément, ce qui m'arrive souvent, ce qui fait que je prends pas de décision nécessairement éclairée amie avec ça. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de clarifier qu'est-ce que tu cherches à faire, donc le quoi, qu'est-ce qui est important pour toi. Ensuite, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que cette chose-là va t'apporter? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir au travers de ça? Que ça soit, par exemple, si on s'aligne avec les résolutions, peut-être que ce serait arrêter de fumer, peut-être que c'est de bouger plus souvent. Donc, qu'est-ce que tu veux obtenir que tu ne peux pas obtenir si tu ne fais pas
si tu ne poursuis pas cet objectif-là. Donc, dans le cas des vacances, pour moi, mon objectif, c'est d'avoir des beaux souvenirs avec mes enfants, c'est d'avoir du bon temps avec mes enfants. Donc, qu'est-ce que je cherche à obtenir? C'est exactement ça. Si je prends pas de vacances cet été, je vais être crevée, ben, j'aurai plus de plaisir à la fin de l'été. Mais aussi, c'est important pour moi. Des étés avec nos enfants, on n'en a pas beaucoup, on en a un certain nombre parce qu'éventuellement ils vieillissent puis ils vont vivre leur propre vie et je trouve ça important de prendre le temps d'essayer d'avoir du temps chaque été avec eux pour faire des activités qui nous parlent, qui nous ressemblent et qui nous créent des beaux souvenirs. Donc ça, c'est un des objectifs que je cherche à obtenir au travers de cette activité-là qui est le voyage en réalité ou les vacances. OK? Donc, une fois que j'ai identifié le quoi et le pourquoi, c'est là que ça devient intéressant et souvent beaucoup plus difficile pour une personne avec un TDAH, c'est le comment. Donc là, je vais vraiment prendre le temps avec toi d'identifier pourquoi c'est important de déterminer clairement ton pourquoi. Donc, je me suis fiée sur un article, en fait, qui est paru dans oh là là, j'ai oublié le terme, je m'excuse. Je vais le mettre sur le site web. Donc, c'est sur le site Science of Learning. C'est un article qui parle de motivation et le lien entre la motivation, la clarté et le fait que la motivation n'est pas liée au fait de partir motivé et d'avoir du succès, mais bien dans le sens contraire. Donc, quand c'est clair, tu diminues ta charge mentale, ta charge cognitive. Et ça, c'est déjà extrêmement important parce que le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui a déjà tendance à avoir de la difficulté, qui a tendance à être en surcharge cognitive pas mal tout le temps, mais en plus, qu'il y a de la difficulté à gérer les actions nécessaires pour bien s'occuper de cette charge-là. Donc, tu diminues ta charge cognitive en ayant plus de clarté. Également, tu vas diminuer les chances de distraction. Ce qui est compliqué quand tu cherches à atteindre un objectif, c'est que souvent, il va y avoir plein de petites side quests, donc de petites choses qui vont apparaître en cours de chemin, qui vont t'amener à avoir le goût d'un peu te changer de direction. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça arrive que quand tu poursuis un objectif, tu réalises finalement que tu veux changer de direction parce que cette nouvelle direction-là est mieux alignée avec toi. Mais souvent, c'est comme juste un petit détour, puis ça t'amène à te distraire et à perdre de vue la direction où tu t'en vas. Donc, c'est important, plus c'est clair où tu t'en vas, plus tu as de chances que les distractions vont se limiter. Donc, un peu la perte de temps et la perte d'énergie dans la gestion de ces distractions-là, vont être moins présentes. Donc, il y a aussi les décisions. Tu vas diminuer les décisions à prendre dans le futur quand ça va être le temps de mettre en place ce plan-là. Pourquoi? Mais parce que chez les gens qui ont un TDAH, on a de la difficulté à prendre des décisions. On a énormément de fatigue décisionnelle, on a énormément de difficulté à prendre une décision. Il y a quelqu'un qui dit que plus de 3 options, c'est trop de choix et c'est souvent malheureusement la situation, pas malheureusement, mais on est souvent dans une situation où tu as tellement d'options que tu finis par ne pas être capable de prendre une décision. Je prends juste l'exemple d'un souper. Donc, quand je demande à mon conjoint qu'est-ce que tu veux manger pour souper au resto, il y a probablement 50 options et même plus, et c'est beaucoup trop d'options, puis ça finit par amener en général juste une paralysie décisionnelle et on finit par prendre une décision qui est même pas satisfaisante, qui est même souvent frustrante, alors que le problème, c'est on avait ouvert toutes les possibilités, puis ça a fait en sorte qu'on a eu de la difficulté à prendre une décision. Donc, plus tu vas prendre une décision en amont qui sont alignées avec ton quoi et ton pourquoi, plus tu as de chances qu'on n'embarque pas dans ce problème-là plus tard. Ensuite, ça augmente ta motivation. Plus c'est clair, tu vas avoir tendance à être motivé à passer à l'action. Donc, ça va augmenter ce désir-là de passer à l'action dans ces actions-là. Ensuite, ça va augmenter aussi ton sentiment d'efficacité personnelle. Donc, le fait que tu as le sentiment que tu es capable par toi-même de faire les choses, c'est extrêmement important dans ta confiance en toi, dans ton estime de toi. Donc, cette sensation-là que tu sais que tu es capable de gérer les choses, c'est extrêmement important pour passer à l'action. Ensuite, ça va augmenter ta rétention des habitudes. Donc, plus ton habitude est claire, plus tu sais exactement ce que tu as à faire, plus tu as de chances que celle-ci va se faire et qu'elle se perdure dans le temps. Je prends le temps de faire un petit aparté ici. C'est important par rapport à une habitude de bien viser
la plupart du temps et non pas 100%. C'est impossible avec un cerveau TDAH d'être à 100%. Ben, je ne veux pas dire impossible parce que j'aime pas dire impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis si tu mets la barre aussi haute d'emblée, tu t'arranges pour que ça ne fonctionne pas. OK? Et ensuite, ça va augmenter beaucoup ton intérêt. Plus c'est clair, plus ton intérêt va être élevé. Et on sait, un cerveau TDAH, c'est un cerveau qui est drivé, qui est motivé par l'intérêt de quelque chose. Donc, plus tu as de clarté, plus tu vas avoir de motivation, plus tu vas avoir de chances de passer à l'action, plus tu vas avoir tendance à avoir de l'intérêt et plus tu vas te sentir compétent dans ce que tu fais. Ensuite, une fois que tu as déterminé comment, je t'invite à déterminer ce que j'appelle le minimum. Quel est ton minimum pour considérer, j'ai accroché mon micro, pour considérer que l'action a été complétée pour la journée. Pourquoi je trouve ça super important que tu détermines un minimum? C'est simplement parce que la fluctuation d'énergie, la vie, la charge de travail, le fait d'être malade, de mal dormir, d'avoir des enfants malades, la variation, tu sais, une journée les enfants sont à la maison, une tempête de neige au Québec, on en a quand même assez souvent. Tout ça va venir changer ta capacité à avoir une plus ou moins grosse tâche. Donc, je t'invite à déterminer quel est le minimum pour que tu considères que c'est fait pour la journée. Donc, advenant la situation, là, j'aurais pas vraiment de minimum pour un voyage, mais si je reviens à l'idée de, par exemple, être plus actif dans ton quotidien, pour moi, le minimum, c'est de faire une petite boucle de marche dans mon coin. Quand je sais que j'ai pas d'énergie, quand je sais que je suis malade, quand je sais que je suis pas en forme, j'ai déterminé un petit chemin qui est une boucle un quadrilatère de rue qui, quand je sais que je suis pas en forme, je sais que je me limite à ça et c'est tout à fait satisfaisant pour moi. Donc, je vais vraiment au minimum. J'aurai pas d'entraînement sur là, j'aurai probablement pas de yoga. Je vais aller au minimum qui est de marcher à l'extérieur. Pour moi, c'est ce qui est important dans un critère de minimum, c'est qu'est-ce que quand tu te dis, ah, ben oui, je pense que je suis capable de faire j'aurais pas trop de, ça va être assez facile de le faire, c'est correct. Je vais te donner un autre exemple. Ranger ma cuisine. Moi, j'aime quand la cuisine est propre, quand il n'y a plus rien qui traîne, en fait, entre les repas. Mais mon minimum à moi, c'est le comptoir à côté de ma plaque de cuisson. Donc, la raison étant simple, c'est que c'est là que je cuisine, c'est là que je manipule les aliments. Et si ça, c'est pas nettoyé, c'est vraiment désagréable pour la prochaine fois que je vais cuisiner, que ce soit le soir pour le lendemain matin ou que ce soit le matin pour le soir. Je trouve ça vraiment dérangeant d'arriver et que ça n'a pas été nettoyé. Donc, mon minimum, je nettoie ça. Et ça m'arrive pas si rarement que ça, que je prends ce qui est sur l'îlot, en fait, et je vais juste le mettre de l'autre côté au lavabo. Je vais laisser ça dans le lavabo. Et je sais que je vais le gérer plus tard, mais le minimum pour l'instant, c'est ça. Et pour moi, ça me contente dans mon besoin d'avoir l'espace propre. Ça me dit que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis capable de donner. Donc, détermine un minimum, ça va t'aider à ne pas autant facilement tomber dans le tant qu'à ne pas avoir d'énergie, je le ferai juste pas. OK? Puis quand on rentre là-dedans, bien là, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on devient dans une mentalité de all or nothing, donc vraiment une mentalité où c'est totalement ou pas du tout. Puis moi, ce que j'aimerais t'amener à faire, c'est de flirter avec le in-between, avec le entre les deux, qui est probablement pas du tout à la hauteur de tes attentes, mais qui est très, très, très correct compte tenu des circonstances. OK? Quand ça, c'est fait, la chose qui va te rester à faire, en fait, là, ça va être d'utiliser des stratégies qui sont spécifiques au TDAH, donc de rendre les actions claires, visibles et accessibles, de les ancrer dans le temps ou de les ancrer par rapport à un comportement, de décider quand est-ce que tu vas le faire ou à quelle action tu vas avoir tendance à greffer ce comportement-là. De peut-être te servir de quelqu'un. Donc, une des choses qui fonctionne très bien avec le TDAH, c'est d'avoir des partenaires. Donc, on a beaucoup plus de tendance à passer à l'action quand on a un partenaire qui est impliqué que quand on est seul. Donc, peut-être de trouver quelqu'un à qui rendre des comptes ou avec qui tu vas passer à l'action. Ça peut être aussi de tracker
le progrès. Donc, moi, dans mon bureau, j'ai ma feuille d'entraînement où je sais, je vais cocher les journées où je vais m'entraîner. Je l'ai dans mon agenda aussi. Donc, ça me permet de voir la progression des choses puis de voir que mon ressenti, qui est probablement que je m'entraîne pas assez, est probablement pas bon pantoute. Donc, si tu veux plus d'informations, tu peux écouter l'épisode juste avant, le numéro 118, je crois, où j'explore beaucoup cette idée-là, là, dans le fond, dans 5 choses que j'ai apprises en 2024. Donc, ça va t'aider énormément. Ça peut être toutes sortes de stratégies, ça peut être des rappels sur ton cellulaire, ça peut être des rappels dans ton agenda, ça peut être toutes les stratégies que tu peux utiliser. Ça peut être aussi de prendre le temps de déterminer de quoi tu as besoin. Et si je reviens à l'exemple de l'entraînement, je sais que j'en parle souvent, mais moi, une des choses qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir de la bonne musique, c'est d'avoir un programme où, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de peser sur play et je suis ce que l'entraîneur fait. Pour moi, ça m'aide beaucoup à passer à l'action. C'est plus facile. Et personnellement, je m'entraîne chez moi. J'ai mon matériel à la maison. La chose étant que j'aime ça que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je sais que mon entraînement va durer 45 minutes, ben ça dure 45 minutes. J'ai pas de 30 transports, j'ai pas de temps à gérer, donc ça se rallonge pas. Je passe pas de 45 minutes à 1h30 pour me déplacer, mais peut-être que toi, c'est de ça que tu as besoin, puis c'est très, très correct. C'est pas parce que je le fais comme ça que soit tu dois le faire comme ça. Donc, toutes ces stratégies-là vont t'aider à supporter ton passage à l'action et vont augmenter ta motivation. Donc, parce que la motivation, en réalité, elle est drivée par le fait que tu vis des succès. Et c'est pour ça que c'est important de définir ton minimum. Parce que quand tu fais un minimum, c'est un succès aussi. Donc, c'est, tu as fait ton minimum. C'est très, très correct. Ça t'amène à cultiver le fait que tu perçois davantage de succès et tu te perçois comme quelqu'un qui est capable de passer à l'action. Parce que ce qui arrive avec le TDAH, c'est que souvent, on va finir par se convaincre qu'on n'est pas capable. On a un discours interne où ça vaut même pas la peine. Donc, tu vois, dans l'article que j'ai lu, eux identifient des choses qui disent pourquoi, en fait, tu n'arrives pas à passer à l'action. Mais il faut penser que si une personne a l'impression que la tâche est trop compliquée, elle est trop surchargeante, elle est pas assez claire, elle ne sait pas ce qu'elle a à faire, la personne va avoir l'impression d'être déjà dans une situation où elle va être en échec et ce sentiment-là va t'amener à ne pas passer à l'action ou va t'amener à abandonner beaucoup plus rapidement ton passage à l'action. Et je pense que c'est une des choses qui est la plus présente chez les TDAH, c'est comme on a une historique de vie en réalité où on a eu tendance à abandonner les choses, on est persuadé qu'on n'est pas capable de maintenir l'action dans le temps. Puis moi, je vais t'amener à voir les choses différemment. Je sais que tu es capable, c'est juste que tu as été mal guidé et mal outillé jusqu'à maintenant. Donc, prends les étapes que je t'ai données avant. Tu peux rembobiner ce podcast, donc tu as la possibilité de réécouter ce podcast-là. Je te jure que plus tu vas le faire, plus tu vas prendre le temps de clarifier ton pourquoi, ton quoi, puis ton comment, plus tu vas avoir de facilité à passer à l'action. Si c'est le genre de choses que tu as envie de développer, je t'invite vraiment à venir à l'atelier de 2025 parce que c'est vraiment ça. Moi, je vais m'assurer que tu repars avec un plan clair de ce que tu as à faire pour s'assurer qu'en 2025, tu passes à l'action dans ce qui est réellement important pour toi, où tu peux prendre même de développer une identité qui te permet d'être fier de toi. Petite anecdote ici, moi je suis une personne qui a déjà eu, qui a eu toute sa vie tendance à acheter des crèmes, des shampoings, des produits de maquillage, toutes sortes d'affaires que je finissais pas. Je me ramassais avec 4, 8, 12 bouteilles de shampoing, de gel douche, de n'importe quoi dans ma douche, dans mes affaires. Je finissais jamais rien, ça finissait par devenir dégueulasse. Je les jetais au bout d'un certain temps. Et c'était vraiment un comportement que je n'aimais pas de moi. Parce que je trouve que c'est énormément de gaspillage du point de vue environnemental, de jeter alors que ça n'a pas été utilisé ou très peu utilisé. Mais c'est de l'argent aussi gaspillé, acheter plein de bouteilles de shampoing et ne pas les consommer, c'est financièrement un gaspillage. Et c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup, OK? Et depuis que j'ai un TDAH et que je comprends mieux pourquoi j'ai tendance à faire ça, qu'est-ce qui m'amène à avoir des comportements d'achat compulsif, mais aussi d'avoir envie d'aller vers de la nouveauté sans arrêt, eh bien, j'ai réussi à réussi à
adopter, c'est le mot que je cherchais, pardon, l'identité de la personne qui termine ce qu'elle commence. Donc maintenant, ça fait au moins 2 ans que j'ai uniquement une bouteille de shampoing dans ma salle de bain et que j'en rachète une juste quand je sais que je suis pratiquement sur le bord de la terminer. C'est la même chose avec ma crème pour le visage, c'est la même chose avec mon savon, c'est la même chose avec... En fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis outillée. J'ai 2 bouteilles de savon, une pour dans la douche, puis une pour mon lavabo, savon pour le visage. Parce que je sais que, ben, quand je me lave le visage dans la douche, j'aime ça que ce soit dans la douche et j'aime pas ça trimballer la bouteille parce que je vais l'oublier. Mais ce que ça me permet de faire, c'est d'adopter cette identité-là. Puis je te jure que ça va peut-être avoir l'air niaiseux, mais en fait, c'est un TDAH. Probablement que ça ne l'est pas du tout parce que c'est un comportement que je sais que tu fais, mais que tu caches, OK, dont on a en généralement honte. Je te jure que je suis arrivée à le changer. C'est quelque chose que maintenant j'arrive à faire et je suis très, très fière de le faire. Pas parce que je pense que c'est honteux de le faire, mais juste parce que pour moi, c'était beaucoup plus aligné avec mes valeurs. J'ai des valeurs de travailler à essayer d'utiliser quelque chose à son plein potentiel avant de changer de choses. Donc, c'est vraiment important pour moi et je suis très, très fière de l'incarner et c'est en utilisant le framework que je viens de te verbaliser aujourd'hui, que je suis arrivée, à changer cette identité-là. Donc, j'espère que ça va t'aider un peu à faire la paix avec le fait que c'est tout à fait normal qu'au début, tu ne sois pas super motivé ou que tu as tendance à être super motivé et que tu abandonnes en cours de route. C'est pas parce que t'abandonnes pas parce que t'es pas motivé, t'abandonnes parce que c'est mal défini ou parce que ton objectif est trop élevé ou parce que c'est pas assez clair ou parce que t'as pas mis les structures en place. C'est pas une problématique de motivation parce que la motivation va arriver au fur et à mesure que tu les fais. C'est une problématique d'établissement de la stratégie. Donc, j'espère que ça t'aide aujourd'hui à un peu mieux comprendre comment t'aider à continuer puis à poursuivre les actions que tu veux poser. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, laisse-moi lire sur le podcast, sur Spotify. J'ai lu tous tes commentaires et j'y réponds. Ça me fait énormément plaisir de prendre le temps de répondre à tes commentaires. Et si tu as des questions, si tu veux plus d'aide, c'est exactement le genre de choses que je travaille en coaching. Tu peux me rejoindre sur mon site web ameliedesveillées.com. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine.